Donc du coup, bonjour à tous. Donc, je suis Christelle Parchemin, je suis en deuxième année de thèse au laboratoire Criob et Cefren. C'est une thèse que je réalise sous la direction de Nathalie Tapissier, Elisabeth Falex et Pierre Sazal. Et le titre de ma thèse est donc Potentialité de deux espèces d'algues rouges du genre Asparagopsis et leurs effets sur la physiologie de l'anguille européenne et de ses pathogènes. Donc vous l'aurez compris avec le titre de ma thèse, l'un de mes modèles d'études principal, c'est l'anguille européenne, donc de son nom d'espèce Anguilla anguilla. Donc c'est un poisson qui est peu connu, donc je vais vous commencer par vous donner donc 3 faits sur l'anguille. Donc le premier fait est que bien qu'étant un poisson, l'anguille est capable de respirer hors de l'eau. Et en fait, même sous l'eau, il y a une partie du coup de l'oxygène qui passe en fait par la peau, par échange gazeux au niveau de la peau. Donc tant qu'elle reste dans un milieu humide, même hors de l'eau, elle est capable de respirer. Donc le deuxième fait, c'est que l'anguille a un cycle de vie très particulier où elle fait 2 très longues migrations de 6000 km, donc entre les côtes européennes et jusqu'en mer des Sargasses où elles se reproduisent. Et le troisième fait, c'est que souvent on nous demande mais du coup, est-ce que tes anguilles sont électriques? En fait, non, on confond l'anguille européenne avec un autre poisson qui en fait n'est même pas une anguille, mais qu'on appelle quand même communément l'anguille électrique parce qu'elle y ressemble beaucoup, comme on peut voir sur la photo. Mais donc il y a des problématiques liées à l'anguille, donc elle est considérée en danger critique d'extinction par l'UICN, et c'est lié à des problématiques donc de pollution de son milieu, donc de pêche, puisqu'elle est pêchée à tous les stades de sa vie, de barrages, donc qui lui empêchent sa migration, et il y a également des problématiques de pathogènes, donc des bactéries, des virus ou des parasites. Et parmi les parasites, on peut citer donc Anguillicola crassus, qui est donc un parasite qui va se mettre dans la vessie gazeuse de l'anguille. Et la vessie gazeuse, donc c'est l'organe de flottaison de l'anguille, donc c'est ce qui va permettre à l'anguille de se maintenir dans la masse d'eau sans dépenser trop d'énergie. Donc à la fois ce parasite, donc on peut le voir sur la photo de droite ici, donc c'est comme un petit ver donc noir. Donc à la fois il peut créer des dommages sur l'organe, la vessie gazeuse de l'anguille, et il se nourrit aussi du sang de l'anguille, donc ça peut créer des anémies. Et à l'origine, donc c'est un parasite naturel de l'anguille japonaise, mais qui a été introduit en Europe. Et malheureusement, l'anguille européenne est un peu moins résistante à ce parasite que sa cousine japonaise. Donc pour ma thèse, on travaille aussi sur 2 algues rouges du genre Asparagopsis. Donc d'abord Asparagopsis armata, qui a une distribution plutôt en milieu tempéré. Donc c'est une algue qu'on peut voir sur nos côtes européennes, et en particulier en Méditerranée, elle est considérée comme proliférante. Donc elle va former de grands amas d'algues rouges qu'on peut observer, comme sur la photo. Et la deuxième espèce, donc Taxiformis, elle a plutôt une répartition donc en eau chaude tropicale. Et donc, ce qui nous intéresse avec ces 2 algues, c'est qu'elles ont des activités antibactériennes, antiparasitaires et immunostimulantes pour la deuxième espèce. Mais en fait, donc, ces activités, elles sont connues pour varier dans le temps. Donc, donc, ça veut dire que la première espèce, par exemple Armata, si on la collecte en janvier, elle ne va pas forcément avoir la même activité que si on la collecte plutôt en juillet, août, septembre. Et donc, ce qui nous intéresse avec ces 2 algues, c'est donc leur potentiel d'activité antibactérienne et antiparasitaire, justement par rapport à ces problématiques de pathogènes, donc sur l'anguille. Donc, pour ma thèse, ma thèse se divise en 2 parties, donc on se pose 2 grandes questions. Donc, pour la première partie, la question c'est peut-on mettre en évidence un lien entre activité biologique et variabilité spatio-temporelle du métabolome des 2 espèces d'algues? Donc en fait, le métabolome, c'est l'ensemble des petites molécules qui sont contenues dans les algues. Donc concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir si les activités biologiques qui varient, de mes algues, comme je disais tout à l'heure, elles sont liées à des variations des petites molécules qui sont dans les algues. Donc pour ça, la première étape, ça a été de mettre au point un outil pour justement analyser ces petites molécules. La deuxième étape, c'est d'étudier les activités biologiques des algues et de voir justement comment ça varie au cours du temps. Donc pour ça, on teste leur activité sur des bactéries et des parasites spécifiques de l'anguille. Et la troisième étape, ça va être d'identifier les molécules actives. Donc de manière plus imagée, ce qu'on va faire, donc on collecte des algues sur de grandes périodes de temps. Donc par exemple pour l'espèce Armata de janvier à juillet. Donc, ce qui veut dire qu'on collecte dans toutes les conditions possibles. Donc, par exemple, comme on peut voir sur la photo, ça peut être dans de très bonnes conditions avec du soleil, mais ça peut être aussi avec beaucoup de vent et un niveau de l'eau assez haut. Et parfois, on est aussi obligé de se mettre à l'eau carrément pour les collecter. Donc, une fois qu'on a récupéré nos algues, ce qu'on fait, c'est qu'on a une étape de traitement qui va nous permettre à la fois de mieux les conserver et mieux les traiter.
Ensuite, on fait une extraction, donc on utilise des solvants pour récupérer donc, nos petites molécules dans les algues qui nous intéressent. Et ces extraits, donc, on va les traiter de deux manières. Donc, soit on va faire des tests contre les pathogènes, où justement on va voir si nos extraits sont capables d'empêcher le développement des bactéries ou des parasites qui nous intéressent, donc qui sont des parasites ou des pathogènes de l'anguille. Et d'autre part, donc, on va chercher à les analyser, donc analyser toutes les petites molécules qui sont contenues donc, dans les algues. Donc, pour ça, au laboratoire, on a plusieurs appareils qui nous permettent d'étudier, enfin d'analyser de manière différente les algues rouges. Donc, à partir de ces appareils, on obtient des chromatogrammes qui présentent en fait de manière séparée toutes les petites molécules. Ces chromatogrammes, on va les traiter de manière informatique et à chaque composé qui est détecté, on va avoir une variable et on va obtenir donc des grandes matrices de variables avec tous les échantillons qu'on aura collectés donc, plusieurs fois dans l'année. Et on va faire donc, des traitements statistiques où on va regarder comment ces variables, donc les composés, évoluent entre les groupes. Donc, par exemple, sur le graphique qu'on voit à l'écran, on a donc ici, on a les deux espèces qui ont été chacune collectées à 2 mois différents. Et on peut voir que statistiquement, elles ont été séparées en 4 groupes bien différents. Donc, ça veut dire qu'il y a des variables qui existent et qui sont différentes entre ces groupes. Donc, l'étape d'après, c'est de voir donc, à quelles molécules correspondent ces variables. Donc, ça, c'est la partie 1 de ma thèse. Donc, la partie 2, ça va être d'étudier les effets des algues sur la physiologie de l'anguille et de ses pathogènes. Donc, pour ça, on a des anguilles qu'on élève. Donc, on a une partie de ces anguilles à qui on va donner donc, de l'algue en nourriture, donc en plus de leur nourriture habituelle. Et on va ensuite donc, mesurer plusieurs choses. Donc, premièrement, on va s'assurer que les algues qu'on donne à l'anguille ne sont pas toxiques pour elle. On va regarder aussi l'expression de certains gènes liés à l'immunité et voir si les anguilles qui ont été nourries à l'algue ont des gènes donc, qui s'expriment différentiellement et ce qui pourrait être peut-être donc, un signe d'une immunité différente et peut-être donc d'une possibilité de mieux résister aux pathogènes. Et ensuite, donc, on réalisera des infestations expérimentales donc avec Anguillicola crassus, ce petit ver noir que je vous ai montré tout à l'heure. Et on regardera du coup la réussite de l'infestation. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les anguilles à qui on a donné les algues avant vont mieux résister à l'infestation par ce parasite? Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai ravie de les prendre. Merci Christelle. On va prendre les questions. Je peux poser une question? Oui. Je me demandais, au final, pour traiter tes anguilles, ce serait en les alimentant avec des algues ou comment... Oui, en fait, ce qui se fait assez couramment, c'est qu'on fait de la poudre d'algues en fait, avec les algues lyophilisées, du coup, qui sont donc sans eau, qui sont sèches. Et on incorpore en fait ces algues dans ce qu'on donne habituellement aux poissons. Donc, par exemple, des granulés d'aquaculture classiques, on peut les enrober avec les extraits d'algues ou ajouter de la poudre d'algues et c'est comme ça qu'on leur donne les algues. D'accord. Merci. Du coup, on va passer la parole à Arnaud, qui a posé sa question. Arnaud, vas-y. Tu veux que je lise la question, Arnaud? Ou tu peux prendre la main? Ok. Il demande... Tu peux la lire, Christelle, si tu veux. Non, mais vas-y. Désactive ton micro, c'est parce qu'on est dans la même pièce. Donc, en gros, Arnaud, il demande si pour l'alimentation en algues, les anguilles... Christelle, tu n'as pas quitté ton micro. J'ai pas quoi? Ah, pardon. En gros, il demande si pour l'alimentation en algues des anguilles, en gros, combien de grammes d'algues sont apportés par anguille. Donc, c'est une question très précise. Tu peux réactiver ton micro, Christelle. En fait, on adapte... Il n'est pas activé. Comment? Ton micro n'est pas activé. En fait, du coup, on va adapter la quantité d'algues qu'on va leur donner, déjà d'une part par rapport au poids des anguilles qu'on va chercher donc, à nourrir avec cette algue. Et on va aussi essayer d'adapter la quantité d'algues qu'on va donner par rapport éventuellement aux molécules, donc aux molécules actives qui sont dedans. Mais ça reste assez approximatif. En général, on donne 1 ou 2 grammes pour 100 grammes de nourriture basique.
Christelle, j'aurais une question. Bonjour, Oui. c'est Nicolas. Oui. Oui, ça serait pour savoir comment vous vous assurez que dans les extraits secs d'algues qui vont servir, qui vont être introduits dans la nourriture des anguilles, comment vous avez l'assurance que les molécules n'ont pas été, qui sont suspectées d'être actives, n'ont pas été modifiées? Et est-ce qu'il peut y avoir des dégradations? Comment vous en assurez? Ouais. Alors, du coup, oui, c'est possible que les molécules qui soient dans les extraits se dégradent rien qu'en les mettant du coup dans l'eau. Si certaines molécules sont pas stables dans l'eau, c'est possible qu'elles se dégradent. Après, on peut essayer de faire une formulation, par exemple, si c'est un problème d'eau spécifique en enrobant d'huile pour éviter le contact avec l'eau. Après, ça fera partie du coup de tout le processus de formulation du produit avec l'algue, de s'assurer qu'on perd une minorité de composés. Merci Christelle. Et si je peux me permettre une autre question. Oui. Tu as montré un graphique sur lequel tu avais collecté des algues à différentes périodes de l'année Ouais. et montré qu'il y avait une séparation donc, en classe, en pool de produits. Et est-ce que tu as pu faire une collecte une année après? Et est-ce que les points viennent se superposer aux mêmes endroits ou pas? Oui, alors donc du coup moi là j'ai travaillé sur des algues qui avaient été collectées donc en 2019, donc juste avant le début de ma thèse, donc c'est comme ça qu'on a mis au point le protocole. Ensuite on a fait donc une collecte là en 2020, donc c'est cette collecte là qui va être principalement analysée. Mais comme du coup sur cette collecte là et en lien avec le Covid, il nous manque des échantillons, on va avoir donc une troisième collecte, encore des troisièmes échantillons, donc au final on va pouvoir comparer et ouais, s'assurer que les points ne varient pas trop d'une année à l'autre. Merci. Alors, il y a Arnaud qui demande, juste par curiosité, tu as parlé de pathogènes pour l'anguille, quels sont-ils? Alors, au niveau des virus, il y a des virus herpès, enfin, je ne sais plus le nom exactement, mais il y a des herpès virus d'anguille. Pour les bactéries, il y a beaucoup de bactéries pathogènes de poissons classiques, le Vibrio vulnificus, Vibrio anguillarum, ce genre de choses. Pour des pathogènes plutôt parasites, donc il y a Anguillicola crassus qui se met dans la vessie gazeuse, il y a aussi des parasites qui se mettent au niveau des branchies. Et voilà, à peu près, bon, c'est un court résumé. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Sinon, c'est déjà pas mal comme temps de questions. D'accord, bon, on va conclure et passer à cette intervention. Tu as le vote d'Arnaud. Si tu peux couper ton micro, Christelle, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, alors il y a une dernière question de Clément qui dit, tu as parlé... Attends, juste pour la question. Tu as parlé de migration des anguilles, on sait comment elles se repèrent dans l'espace. Alors, donc, du coup, pour la migration, en fait, donc, elles se reproduisent au niveau donc, de la mer des Sargasses. Donc, les petites larves, elles utilisent le Gulf Stream, le courant du Gulf Stream pour retourner au niveau des côtes européennes. Et pour les adultes, du coup, qui redescendent, j'avoue que je ne le sais pas, mais je crois que c'est pas connu, en fait, même. Voilà. Du coup, il y a plus de questions? Ok, merci Christelle, Alice, c'était très clair. Merci à toi. Il n'y a pas de souci, on se revoit longtemps. Voilà.